Bienvenue au podcast de Mode de vie 360. Je suis Anne-Marie Roy, votre hôte, et aujourd'hui, on rencontre Christelle Bourassa, qui est kinésiologue, auteure du livre « N'attendez pas le déclin cognitif » et propriétaire de Neurochrono. On parle de déclin cognitif, de cerveau et comment l'activité physique influence notre capacité à améliorer notre santé cognitive. Si ce n'est pas déjà fait, suivez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, Spotify et partagez en grand nombre parce que plus vous partagez, plus on peut faire connaître les invités spéciaux extraordinaires qu'on a au podcast de Mode de vie 360. Je vous remercie déjà à l'avance. Christelle Bourassa, bienvenue au podcast de Mode de vie 360. Merci beaucoup, Anne-Marie. Tu es auteure du livre « N'attendez pas le déclin cognitif » et aussi propriétaire de Neurochrono. Effectivement. Alors, on veut découvrir qu'est-ce que Neurochrono et qu'est-ce que le livre « N'attendez pas le déclin cognitif ». Commençons avec Neurochrono, ton entreprise. Oui, avec plaisir. Neurochrono, c'est une firme d'innovation pour la saine performance en entreprise. Donc, on met en place des programmes santé mieux-être pour les employés, mais aussi pour les cadres. Et on a différents services, comme par exemple des retraites stratégiques qu'on va faire avec l'hôtel unique, entre autres, pour avoir un nouveau type de retraite en nature et pour stimuler la créativité différemment. Donc, une retraite, ça ressemble à quoi? C'est une excellente question. En fait, si je prends l'exemple avec l'hôtel unique, oui. C'est un hôtel éphémère qui recherche les plus beaux paysages au Québec. Donc, quelques mois par année, cet hôtel va être, par exemple, en Gaspésie. Quelques mois, elle va se déplacer pour aller dans les Laurentides et, entre autres, au Mont-Tremblant. Et on fait une amalgame de nos deux services où moi, j'entre en jeu, c'est dans la conception de parcours stratégiques où les cadres ou l'organisation prend rendez-vous pour vraiment passer 2 jours déconnectés. En nature, sortir de leur zone de confort, parce que oui, on recherche ça aussi, sortir de la zone de confort pour avoir une meilleure croissance. Et sortir de la zone de confort, ça a un impact sur le cerveau. Oh que oui, ça a un impact sur le cerveau. On y reviendra. Donc, sortir de la zone de confort et ensuite... Et ensuite, dans le fond, on vit le parcours qui est en fait une ascension vers un sommet, qui est le Mont-Tremblant. Et à travers les différents millages qu'on fait, soit à la marche, eh bien, on arrive à des stations qui sont designées spécifiquement aux objectifs de l'entreprise. Génial, très intéressant, très original, très unique aussi. Donc, oui. Une belle collaboration. Effectivement. Donc, je reviens, sortir de sa zone de confort, qu'est-ce que ça fait comme effet sur le cerveau? Bien, en fait, c'est un des principes d'entraînement en tant que tel, tant sur le plan physique que sur le plan cérébral. Quand on sort de sa zone de confort, puis là encore là, il y a comme une longueur ou une intensité à sortir de sa zone de confort, mais quand c'est respectable et équilibré, on va avoir une croissance. Une croissance, ça veut dire une expansion de nos capacités, que ce soit par exemple sur le plan physique, une expansion de notre force, de notre endurance, puis sur le plan cognitif, mais ça peut être au niveau de la mémoire, de la capacité de rétention de l'information, oui, mais du focus, de la rapidité pour prendre les décisions ou autres. Donc, rétention de l'apprentissage, rétention de l'information, apprentissage et non mémoire, c'est peut-être la distinction? Oui. OK. Et donc, tu amènes les entreprises, mais ça s'applique ce concept à monsieur, madame, tout le monde aussi? Oui, totalement. De là aussi notre offre de programme Santé Mieux-être qui s'adresse aux employés, ou plutôt les contributeurs de succès en entreprise. Et parce que tout le monde, même au travail, doit être axé sur une augmentation de sa capacité physique et mentale versus une dégradation. T'sais, on ne voudrait surtout pas avoir des problèmes comme une dépression liée à un stress ou à une performance qui est trop exigeante. Effectivement. Puis, tu amènes un point qui est important, le stress en entreprise. C'est probablement un des plus grands fléaux de notre décennie ou même de notre siècle. C'est quelque chose qui est encore... Est-ce que c'est encore plus présent que les blessures physiques, par exemple? Bien, surtout dans le contexte où on se retrouve présentement, post-pandémie, où on est tous dans le mode retour dans les bureaux, relance économique et avec aussi le lot de problématiques que ça apporte, que ce soit le manque de ressources. Oui.
dans tout le sens de ce terme-là, que ce soit des ressources humaines, mais aussi des ressources matérielles. Ce qui fait en sorte que c'est sûr que la pression en tant que telle qu'un employé et même les employeurs peuvent subir en ce moment, elle est énorme et effectivement, ça vient augmenter le stress en entreprise. Et il faut rester super prudent avec cette notion-là parce que si c'est mal géré, bien là, on peut aller justement dans un déclin cognitif. Donc, les gens qui sont stressés, c'est reconnu, on va avoir moins de performance au travail, moins de mémoire, moins de focus, on est moins productif, puis éventuellement, on peut malheureusement avoir dépression et sortir du travail. Oui, effectivement. Puis, c'est intéressant, là, on parle de stress et d'effets sur les capacités cognitives, mais littéralement, ce qui se passe, c'est qu'on a des bloqueurs dans notre cerveau qui viennent empêcher de raisonner ou d'utiliser notre cortex à son plein potentiel. Et ça se passe comment? Qu'est-ce qui est sécrété? Qu'est-ce qu'on a dans notre petite boîte crânienne qui fait en sorte que nos neurotransmetteurs, ils voient plus clair? Écoute, je pourrais pas te dire aussi profondément là, qu'est-ce qui se passe avec le stress. Par contre, je peux te parler de l'activité physique. Qu'est-ce que ça vient générer sur le stress? Parce que c'est vraiment un antidote fabuleux pour devenir résistant au stress. Donc, c'est comme de se bâtir un muscle, mais c'est un muscle mental. Exactement, qui crée une résistance au stress. Donc, plus on fait de l'activité physique, plus on a une résistance au stress. Et puis ça, c'est démontré là, chez les athlètes de haut niveau. Ils sont beaucoup plus résistants. C'est intéressant parce qu'on peut proposer à quelques personnes de se mettre à l'activité physique pour réduire ou augmenter leur endurance face au stress. Exactement. Alors, on n'a pas besoin d'aller voir le médecin. Pas tout de suite, en tout cas. Pas tout de suite. Pas tout de suite. Fait qu'on peut y aller avec quelque chose de naturel puis de pas nécessairement traiter le symptôme, mais aller à la source. Exact. Super. Puis on n'est pas des médecins, puis on s'entend que tout ce qui se dit ici, si vous avez quoi que ce soit, vous consultez votre médecin. Nous, on parle vraiment en prévention puis pour améliorer notre santé physique et mentale de façon naturelle. Totalement. Puis si on va aller plus loin, justement, avec des notions plus cerveau, stress, puis quel neurotransmetteur agit à quel niveau, on peut aussi lire des articles plus au niveau de la neuropsychologie. Oui, ce qui est très fascinant parce que l'hormone du stress, le cortisol en particulier, quand c'est trop, quand on en a trop, ben ça vient bloquer les neurotransmetteurs. Puis c'est littéralement comme si on venait se bander les yeux puis on voyait plus clair, tu sais. Donc, c'est de là la référence que je faisais tantôt à, comment on contre ça? Ben avec l'activité physique, on a d'autres super hormones qui vont venir, qui vont être sécrétées pendant... l'endorphine, la sérotonine, qui sont en fait des hormones du bonheur avec la noradrénaline. Et puis, c'est sûr que ça fait en sorte que notre vibe, elle est plus dans le positif aussi. On est comme plus heureux, en fait. Oui, puis alors... en particulier, l'activité physique, est-ce que ça prend une intensité quelconque pour obtenir ces résultats-là puis avoir cette résistance au stress? En fait, ça dépend de ton niveau de toi en tant que tel. Est-ce que tu es déjà un athlète ou si à la base, tu fais pas d'exercice physique, c'est sûr que ça a un bénéfice pratiquement immédiat. Mm-hmm. Puis même si tu es athlète, dans le fond, c'est de faire du cardio, même la séance de musculation, avec tes intensités avec laquelle tu es habitué présentement, puis avec laquelle tu peux pousser. Mais sinon, je pense aussi à la forêt. À la nature, oui. Que ça, tu n'as pas vraiment besoin d'avoir un niveau d'entraînement, juste le fait de marcher en forêt, le fameux forest bathing, ça a un effet immense au niveau de la diminution du stress, que ce soit avec les phytoncides qu'on respire, qui sont les hormones des arbres. Donc, de faire de l'exercice en forêt à moindre intensité, là, à ce moment-là, on vient générer vraiment un impact positif. Donc, le contact étroit avec la nature combiné à une activité, c'est pas juste de s'asseoir dans la forêt, de regarder les arbres. Évidemment, c'est sûr que c'est mieux que d'être assis sur le boulevard, mais... une activité qui peut être plus légère, plus modérée, va aussi avoir des effets bénéfiques. Mais ça, c'est très intéressant. Puis tu as mentionné le forest bathing, qui est un courant, une approche, une notion... qui est une approche, qui est même une médecine, dépendamment on est où sur
sur le globe. Oui. Mais cet été, étonnamment, j'ai lu aussi des articles directement de la presse qui ont parlé du forest bathing, puis qui ont fait une grosse étude scientifique. Je me souviens pas c'est quelle université qui s'est embarquée là-dedans, pour vraiment mesurer les effets bénéfiques de la forêt sur l'être humain. Puis, en effet, ils ont pu démontrer, des scientifiques québécois, que oui, nos forêts sont ultra importantes, puis que dans un futur qui est plus rapproché que ce qu'on peut penser, les médecins pourront prescrire des promenades en forêt pour que les humains bénéficient de tout ce qu'on peut bénéficier là, de... Alors, Christelle, on n'est pas des médecins, mais est-ce qu'on prescrit aujourd'hui la marche en forêt à tout le monde? Oui, définitivement. Alors, rapidement, à vos souliers, allez dans la forêt le plus souvent possible. Oui. Et profitez-en pour avoir tous les bénéfices. J'aimerais qu'on parle de ton livre « N'attendez pas le déclin cognitif ». On a parlé de neurochrono, puis qui amène c'est une approche qui est vraiment exceptionnelle avec les employés, les cadres. Donc, c'est une expérience aussi pour les entreprises, mais pour les gens qui aimeraient approfondir leurs connaissances au niveau de l'activité physique et aussi de la méthode KNAPS, donc que tu présentes dans ton livre. Comment est-ce qu'ils peuvent appliquer certaines notions au quotidien ou découvrir l'impact de l'activité physique, mais d'être convaincus aussi des bienfaits? J'ai comme l'impression que ton livre amène ce volet-là, de dire « Écoute, là, si tu lis ça, puis après, t'es pas convaincu, là, on sait pas qu'est-ce qu'on va faire avec toi. » Okay. Donc, c'est parti de où le désir ou le besoin d'écrire ce livre-là? En fait, ça vient de très loin, là. Si on retourne à quand j'étais au primaire, j'avais des échecs scolaires. C'était pas facile pour moi d'apprendre à la base. Puis, même chose au secondaire. Je suis arrivée au cégep. C'était pas facile non plus. J'étudiais des nuits complètes. Puis, à un moment donné, j'ai découvert l'activité physique. Je me suis penchée là-dessus. J'ai fait mon bac en kin parce que j'avais vraiment vu des bénéfices pour moi. Puis je trouvais ça sensationnel. Qu'est-ce que ça pouvait m'apporter faire de l'activité physique? J'ai vu un changement au niveau de mon rendement scolaire. Quand j'ai fini l'université, mon bac, j'étais partie. Là, moi, je voulais écrire, je voulais faire ma maîtrise, mon doctorat. Puis j'ai un mentor qui m'a comme mis sur le time-out puis qui me dit, tu sais, Christelle, t'es déjà entrepreneur, t'as déjà ton entreprise. Pourquoi, à la place, tu n'écrirais pas un livre sur la jonction entre l'activité physique et le volet cognitif, donc mental, plus cerveau, qui était peu exploité au moment où j'ai écrit le livre, en 2016. Puis moi, j'ai commencé à l'écrire en 2013. Parce que comme tu as pu le remarquer, dans le livre, il y a énormément de ressources scientifiques. C'est incroyable. À la fin de chaque chapitre, c'est toutes les références. Puis ma personnalité, ma personne, c'est le genre d'information qui m'intéresse. C'est le genre de source que je veux dire, la crédibilité aussi des écrits, parce qu'aujourd'hui, avec tout ce qui est disponible sur le web, je veux dire, on peut trouver 6 réponses à la même question. Mais en ayant des ressources scientifiques, qu'on est allé beaucoup plus loin, je pense que ça vient renforcer le message que tu veux passer. Puis, je l'ai dit encore une fois, la crédibilité. Exact. Donc, je me suis mise à lire des centaines d'articles scientifiques sur le sujet, comment l'activité physique peut avoir un impact sur le cerveau, sur les capacités cognitives, comment par l'intermédiaire de l'activité physique, on peut carrément augmenter sa mémoire, comment on peut augmenter son focus, comment, tu sais, comme toutes ces questions-là. Et dans le livre, je niaise pas, là, pratiquement chaque phrase que j'ai écrite, je pouvais le reposer sur un article scientifique, là, tu sais. OK. Je vois Ouais, tu vois le topo. Et ce que je voulais vraiment démontrer à travers le livre, c'est, oui, l'impact que l'activité physique a, mais aussi le comment. Tu sais, c'était quoi un peu ma recette qui m'a permis d'atteindre d'autres niveaux, tu sais, de passer de celle qui a des échecs scolaires au primaire, au secondaire, puis que finalement, je réussis à avoir mon baccalauréat. Et plus encore, tu sais, de partir mon entreprise, qui est quand même un beau succès au Québec, d'écrire un livre, d'en écrire d'autres aussi. Donc, j'ai développé, en écrivant, la méthode KNAPS, qui
skin pour le mouvement et apps pour synapse, donc vraiment la création de nouvelles connexions neuronales. Alors, c'est basé sur 5 grands principes. On parle d'être en mouvement, donc l'exercice physique, c'est super important pour la santé, oui, du corps, mais également du cerveau. On a le volet de l'apprentissage. Peu importe l'âge, c'est important d'apprendre. Oui, puis on peut toujours apprendre. Je pense qu'on se limite nous-mêmes à apprendre en pensant qu'on n'a plus la faculté de le faire. Exact. Puis, l'apprentissage, en fait, ça crée des nouvelles connexions. Oui. Et pas nécessairement des nouvelles neurones, parce que c'est difficile avec l'âge, je pense, de plus on vieillit, moins on a de nouvelles cellules ou de nouvelles neurones qui se créent, sauf autour de l'hippocampe, autour de la mémoire, si je me trompe pas. À moins de preuves contraires, en ce moment, ce que la science dit, c'est qu'il n'y a pas d'âge pour créer de nouvelles cellules. Donc, l'activité physique, entre autres, stimule la neurogénèse, qui est la naissance de nouvelles neurones. Et que la personne ait 70 ans ou 80 ans, cette notion reste véritable. Et... écoute, on part ailleurs. J'ai lu récemment que l'interruption puis de recommencer une activité physique, comme de prendre une pause puis de recommencer, avait aussi un effet multiplicateur sur la neurogénèse. Ça fait du sens. Oui, ça fait du sens. Parce qu'en fait, l'activité physique en soi, peu importe le moment où elle est pratiquée, ça a un impact positif sur la neurogénèse. Okay. Surtout les activités de nature cardiovasculaire. Surtout de nature cardiovasculaire, contrairement à musculaire, mais à ne pas éviter par... Non. Définitivement. Okay. On veut être équilibré dans cette approche. Effectivement. Alors, le premier principe, c'était l'activité physique. Exactement. Le deuxième, l'apprentissage. Et comme tu peux voir, je me suis amené quelques livres parce que pour moi, c'est aussi une notion super importante. Donc, de lire, de se nourrir, que ce soit d'écouter des bons podcasts. Donc, ça reste super important. Ensuite de ça, on a le côté social. Donc, de connecter avec des gens, que ce soit en présentiel, en virtuel ou peu importe la méthode, mais pas toujours les mêmes personnes, idéalement. Diversifier ces interactions. Donc c'est encore plus nourrissant pour le cerveau. Génial. Donc, on sait aussi que maintenant, il a été prouvé que les interactions sociales étaient un des facteurs de longévité le plus important. C'est ultra important. Il y a des études, entre autres en Angleterre, qui ont été faites, qui ont mesuré le bénéfice des interactions. Puis, il y a des programmes pour emmener des interactions pour les gens qui sont plus solitaires, pour s'assurer qu'il y ait une santé globale à ce niveau-là. Génial. Donc, ils en font une priorité. Puis aussi, à travers tous les principes, c'est toujours important de les rallier au principe numéro 1. Par exemple, l'apprentissage, c'est le fun de le faire pendant l'activité physique. Donc, par exemple, Anne-Marie, on va prendre une marche ensemble. Je pourrais clairement te parler du forest bathing, un livre qui est super intéressant, ou de quelque chose que j'ai appris. Comme ça, je viens consolider l'information. C'est encore plus puissant que de garder ces informations-là pour moi, parce qu'en plus, toi, tu vas les apprendre. Donc, on combine les deux. Donc, par exemple, je pourrais aller marcher en forêt puis écouter un podcast. Oui! Et... par exemple, le podcast de Mode de vie 360. Non, mais n'importe quel podcast. Et d'assimiler l'information d'une façon plus efficace. Oui, OK. Effectivement. Le côté social, là, c'est d'aller, par exemple, dans un cours de groupe, faire de l'activité physique pour créer des nouvelles connexions sociales. Ça pourrait être de prendre une marche avec une amie, whatever. Oui, c'est de vraiment comme introduire la notion sociale à l'activité physique. Génial. Ensuite de ça, si tu as lu mon livre, peut-être te souviens-tu des autres principes? Je te laisse nous les faire découvrir. On a la conscience corporelle. Oui. Donc, le principe, en fait, de proprioception, qui est d'être présent quand on pratique le mouvement. Donc, si on est à la course, bien, c'est toujours de se garder un moment où on va faire un genre de scan corporel. Mm-hmm. Donc, se dire, bon, est-ce que je cours sur la pointe des pieds présentement ou je suis plutôt sur les talons? Est-ce que j'ai les épaules qui touchent presque le lobe de mes oreilles ou je suis plutôt détendue? Tu sais, de comme revoir
comment on est positionné dans l'espace. Puis c'est quelque chose qu'on oublie de faire, puis qu'on devrait vraiment intégrer, pas juste dans l'activité physique, mais au travail, devant son ordinateur. Par exemple. Par exemple! Ouais. Mais c'est important aussi, la conscience corporelle, mais la connexion corps et cerveau. Donc, en faisant la conscience corporelle, c'est vraiment connecter le cerveau au corps. Puis ces deux affaires-là, ça se parle, hein, tout le temps. Donc, ce qui est intéressant, c'est aussi quand on n'est pas conscient nécessairement de ses émotions, puis qui est un autre facteur aussi qui peut impacter la santé. Si on a... Quelle émotion nous fait quel effet physiquement? Bien, en prenant le temps de faire cet exercice de conscience corporelle-là, bien, on apprend à se connaître un peu mieux aussi, puis nos réactions au quotidien dans différentes situations. Donc, ça a un bénéfice encore plus grand que la genèse, ou si on veut, du déclin cognitif. Là. C'est aussi au niveau des émotions puis de la communication avec les autres, par exemple. Exactement. Donc, la conscience, c'est vraiment... c'est ça. Ça a un bénéfice assuré quand on la pratique. Oui. Ensuite de ça, le cerveau n'aime pas la routine, qui est le 5e principe. Donc, c'est pour ça que, par exemple, si on regarde au niveau du plan physique, on change régulièrement les programmes d'entraînement. Parce que si on garde le même programme d'entraînement avec les mêmes poids, la même intensité, bref, on va stagner. Pas de progression. Pas de progression, puis après ça, arrive un déclin même si tu es en train de faire de l'exercice. Oh! Fait que ça, c'est la notion que bien des gens oublient. Alors, c'est super important de varier ces exercices physiques pour vraiment générer une augmentation des capacités qu'on vise, soit endurance, puissance, force, ainsi de suite. Oui, exactement. Donc, au niveau cérébral, c'est important de changer sa routine. Par exemple, si je me brosse les dents, puis je le fais toujours avec la main droite, bien, essaye donc de la main gauche. Donc, les routines, de les changer, il y a des gens que la routine, ça leur fait du bien, mais c'est pas nécessairement de complètement chambouler, c'est juste de faire de certaines variations. Oui, exactement. De légers changements dans la même routine. Puis, pour les gens qui sont un petit peu plus audacieux, bien là, ça serait même de changer une routine. Changer la routine. Exactement. Changer le déjeuner, ça m'est arrivé souvent là, quand j'avais mes cliniques, que j'écoutais des gens, je pense que ça faisait 30 ans, qui mangeaient quasiment la même chose, qui lisaient le même journal, qui faisaient les mêmes mots croisés, qui faisaient le... Tu sais, oui. on s'entend. Ah oui, puis une habitude, c'est difficile à changer, hein? Donc ça, c'est un autre concept, c'est que l'habitude, elle crée des chemins neurologiques aussi, mais quelqu'un que c'est sa routine d'aller chercher 2 toasts le matin au resto du coin, puis de manger ça avec du beurre de pinot, puis un café, même si ça a même si c'est une habitude qui est ancrée, la changer aura des bénéfices qui sont encore plus grands que le plaisir de faire ça tous les matins depuis 30 ans. Exactement. Super. Puis... dans l'aspect de varier la routine, moi, je suis comme un exemple, mais comme à l'extrême. J'ai ça faire tout le temps la même affaire parce que je finis par trouver ça plate. Un peu genre TDAH, là. Un peu comme ça diagnostiqué. Donc, j'aime ça quand ça change parce que je prends plaisir et je m'y intéresse et pour moi, c'est essentiel. Donc, si tu m'amènes faire la même chose tout le temps, oublie ça. On me perd. Mais l'activité physique aussi, là, on parle de TDAH, là, je sais qu'on est rendu au 5e principe, on va les renommer pour que les gens puissent les intégrer un peu mieux. J'en ai même un bonus. Hein. Oh! Un 6e principe qui est d'avoir du plaisir. Oh, mais ça, super important. Tu sais, si pour toi, là, sérieusement, courir, ben, excuse mon langage, mais ça te fait chier, fais-le pas. Si t'as pas de plaisir là-dedans, c'est pas pour toi. Puis sens-toi pas obligé de le faire parce que ça va pas marcher. C'est pas comme ça que tu as réellement la notion du succès. Pour réussir, ça prend la vibe que tu sais que ça va être le fun. Ben, en fait, c'est que tu le sens plus quand tu le fais. Tu peux aller tellement plus loin quand tu tripes sur quelque chose que quand tu te fais chier à faire quelque chose qui te tente pas. Exactement. Puis là, c'est à ce moment-là que beaucoup de mes confrères de travail, comme des kinésiologues, peuvent rentrer en action puis créer des programmes d'entraînement différents et innovateurs. Que je pense, par exemple, moi, dans le temps que je pratiquais, j'avais un client qui, lui, son dada, vraiment son loisir, c'était dans sa cuisine que ça se passait. C'est drôle parce qu'aujourd'hui, on est dans une cuisine! Et c'était en faisant
de la nourriture. Donc, on avait concocté un programme d'entraînement dans la cuisine pendant qu'il faisait... Il y avait comme son livre de recettes / son livre d'exercices. Et chaque fois qu'il allait chercher, je ne sais pas moi, une cuillère, ben la cuillère était associée à un exercice. Non. Ben oui. C'est exceptionnel. Donc, c'était vraiment d'allier le loisir avec l'exercice. C'est possible. T'sais, on est vraiment dans une ère d'innovation et de changement. Ben oui. Donc, c'est important d'en profiter puis de savoir, dans le fond, créer nos moments plaisants. Et il existe tellement d'approches maintenant. Tu peux passer du Zumba à l'afro-cardio, au spinning, au kickboxing, à la danse, à l'aérobie, au poids. Tu sais, il y a tellement d'options. Il y a le cardio-poussette. Je veux dire, il y a le cardio plein air. Tout existe. Donc, exactement. il y a difficilement pas une option qui vous convient, mettons. Oui, ça, c'est excellent pour justement notre variété parce qu'il y en a tellement de choix qu'on peut essayer plein de choses. Ça, j'aime ça. Alors, on les répète. Alors, le premier, c'est l'activité physique. Exact. L'apprentissage. Oui. Yes! Les connexions sociales. Totalement. La conscience corporelle. T'es bonne. Pas pire. Le dernier qu'on vient de parler. Hey, je te dirais là, que t'es dans la moyenne des gens. Là, on avait 5 éléments. Le 6, c'est le plaisir. Le 5, mon Dieu, qu'est-ce qui me fait que je l'ai oublié? Changer la routine! Oui! Changer la routine! Parce que, bien évidemment, c'est ça. C'est être routinier. On sort pas de sa zone de confort. Puis en sortant de la zone de confort, on augmente la croissance. Comme tu le disais au tout début. Oui! Génial. Donc, on augmente la croissance et en fait, j'applique tous ces principes-là lorsqu'on conçoit des programmes santé-mieux-être en entreprise. On s'assure que les employés sont développés tant au niveau de leur forme physique, hein, on veut qu'à toutes les semaines, ils sentent qu'ils s'améliorent, et au niveau cérébral pour éviter une charge de stress trop importante, éviter des dépressions, etc. Puis, bien entendu, que les gens aient du plaisir au travail. Ouais. Et puis tout ça, bien, ça l'amène évidemment à une meilleure performance. Oui. Mais pas juste au travail. Exact. Donc, c'est une performance qui est en fait globale. Donc, à la maison, si on est en train de suivre des cours, mais on va l'avoir pendant nos cours à l'université ou peu importe, là, lors de notre apprentissage. Donc, c'est vraiment général. C'est très, très général. Puis c'est des concepts qui sont vraiment intéressants, qui s'appliquent à tous. Puis je pense que tout le monde peut bénéficier de cette approche-là, puis de rapidement aller vous acheter le livre « N'attendez pas le déclin cognitif ». Oui, puis écoute, j'aimerais même faire une parenthèse pour les jeunes mamans. Oui. Ou encore les mamans qui, souvent, après l'accouchement, ressentent beaucoup d'effets négatifs comme la perte de mémoire. Oui. Je ne sais pas si tu as des enfants. Oui. Oui. Effectivement, donc je l'ai vécu. Puis tu dois savoir un peu de quoi je parle. Les mamans qui ont été 1 an à ne pas être au travail, par exemple, donc sans stimulation cognitive, qui ont souvent pas fait nécessairement d'exercice parce qu'ils vont s'occuper des enfants, des bébés et tout, qui ont un retour au travail, c'est plutôt difficile pour elles. Puis, à la lecture du livre « N'attendez pas le déclin cognitif », on y retrouve, oui, les principes, mais différents concepts qui peuvent mettre de l'avant pour justement s'améliorer plus rapidement. Puis, parce qu'on souvent, je l'ai entendu, le retour au travail, ça va diminuer l'estime de soi. Oui. Puis on veut surtout pas ça. Donc, de retrouver une performance cérébrale qui est adéquate. Donc, Oui, effectivement. Puis il y a le manque de sommeil aussi, des nouvelles mamans qui jouent particulièrement sur la mémoire. Oui. Donc, c'est important. Donc, on parle d'activité physique, mais il y a plein d'autres facteurs aussi qui peuvent entrer en ligne de compte. L'hydratation, le sommeil, l'alimentation, l'activité physique. Mais déjà, si on fait un pas vers une solution, après, le reste suit beaucoup plus facilement parce que l'activité physique, évidemment, a un impact sur le sommeil. Et aussi, on a envie de manger mieux quand on s'entraîne. Définitivement. Donc, c'est multifactoriel. Il ne faut pas l'oublier de vue. C'est génial. Et les commotions cérébrales, j'ose imaginer que c'est un peu le même processus par la suite pour... la méthode KNAPS peut-elle aider suite à une commotion? En effet, la méthode KNAPS peut aider au niveau des commotions.
Par contre, je ne m'avancerai pas nécessairement en ce qui concerne les différentes variables parce que chaque cas de commotion est très différent. Il y a des gens qui, quand c'est des commotions qui sont graves, vont complètement être arrêtés, pas d'activité physique. Non, c'est ça. Il y a une contre-indication à l'activité physique le temps qu'il y ait le rétablissement. Exactement. Mais suite au rétablissement, par exemple, il y a le hockey pour reprendre les activités. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui peut être très intéressant. Parce qu'ayant eu une commotion cérébrale, c'est le volet qui a été négligé, je pense, qui est au niveau de la performance cognitive. Puis je l'ai appris par moi-même, par la suite, par des lectures, puis en le découvrant. Puis c'est devenu un peu comme... C'est ça, le cerveau est devenu une obsession aussi dans ma vie, mais il y a des cliniques de kinésiologie qui se sont développées davantage pour, justement, allier l'activité physique à différents principes dans le but d'augmenter les performances cognitives là, à la suite de commotion. Moi, j'en ai pas fait une priorité ou une spécialité là, dans mon cas. Ni dans mon livre, d'ailleurs, j'en parle pas vraiment. Non, pas du tout, mais j'avais la question, ça me brûlait les lèvres. J'avais envie de parler de commotion. Mais on pourra enlever la partie commotion, au pire. En terminant, Christelle, j'aimerais savoir ton conseil principal pour les gens qui souhaitent améliorer leur santé cognitive autant au travail que dans la vie de tous les jours. Puis, ça serait quoi la première étape? D'être actif en ayant du plaisir. D'être actif en ayant du plaisir. Donc, c'est ton conseil, c'est ce que tu as à dire aux gens. En terminant... Puis surtout, de ne pas avoir d'excuses. Tu sais, de ne pas dire « mais c'est parce que j'ai pas le temps » ou « je peux pas le mettre dans mon horaire » ou tu sais, On n'y croit plus à ça. C'est impossible. C'est impossible, on n'y croit plus. Puis moi, je dis tout le temps à ma clientèle en coaching, bien, vous faites toujours l'inverse de votre petite voix intérieure. Donc, si elle vous dit « ah, il pleut aujourd'hui, je m'entraîne pas », non, donne-y pas raison. Fait que, tu sais, c'est dire « ah, ce matin, ça me tente pas, je suis fatiguée », bien, vas-y pareil, fais-en peut-être un peu moins, mais va à l'encontre de cette petite voix-là qui a toujours une bonne excuse pour pas être actif. C'est cela. Il le faut. Il le faut. Ça se doit. Exact. Voilà. Alors, tu adores l'apprentissage. Je vois, tu as des livres devant toi, là, juste pour que je puisse les nommer. Certains auteurs, peut-être, qui vont inspirer les gens qui nous écoutent. Alors, je vois Brené Brown, Braving the Wilderness. Donc, on parle de nature. Ensuite... Napoleon Hills. Oui. Qui est un incontournable avec, Think and Grow Rich, mais le succès à travers la pensée positive. Oui. Très, très, très important. Une belle merveille ici. L'homme est le reflet de ses pensées. On devient ce qu'on pense. Effectivement. Donc, d'être super prudent là-dessus. Oui. Oui, puis surprenez-vous. En tout cas, soyez avertis parce que quand on veut puis on projette quelque chose, habituellement, quand on est rendu là, ça arrive. Donc, be careful what you wish for. Exact. Ensuite, Intuition avec Osho. Osho. L'intuition, donc de savoir développer, de s'entraîner à suivre son intuition, qui est un réflexe que la majorité des gens, on a perdu parce que, bon, il y a plusieurs... On est moins connectés, hein? On est très cérébral et moins dans notre corps. Puis, des études assez récentes ont démontré qu'on avait plusieurs neurones au niveau... de notre ventre, feeling. Le gut feeling, l'intestin, Et en fait, certaines études ont amené l'idée que quand on suit notre intuition, on est en train d'aller chercher de l'information qui est très, très profondément enregistrée dans les neurones qui seraient au niveau de notre intestin. Donc, dans les dernières recherches neuroscientifiques, ce qui est très intéressant parce que ça veut dire notre deuxième cerveau, qui est peut-être le premier dans le fond, ça aussi, c'est très intéressant. Oui, c'est vraiment intéressant, j'ai lu... il pense aussi pour nous. Et puis, ça veut dire que quand tu dis « ah, je vais dire oui à ça », puis tu sais pas pourquoi, mais après, tu es capable de le découvrir, c'est ça l'intuition. Puis je pense qu'on est très peu connecté à ça, mais ça revient tranquillement. Puis je suis certaine que la nature, ça aide. Ça aide. Il n'y a pas de recherche à ce niveau-là, mais c'est sûr qu'en pratiquant la conscience, effectivement, ça la conscience corporelle, ça revient à un des principes de la méthode Synapse. Oui, totalement. Puis j'ai une de mes amies, Annie Payton, je ne sais pas si... je la connais pas. À découvrir, exactement, qui est une professionnelle axée sur l'intuition.
surtout en entreprise. Donc, comment, puis elle l'enseigne même pour le grand public. Donc, comment développer, entraîner son intuition, puis lui faire confiance. Oui, ça, c'est l'autre chose. Hein? C'est que la discussion entre l'intuition puis la logique, parfois, ça peut être tumultueux. Alors, je vois le Why Café. Oui, le Why Café. Donc, j'aurais pu emmener le Why aussi de Simon Sinek, de savoir le pourquoi on le fait, de se poser les questions profondes, peut-être plus fondamentales. Donc, oui, le Why Café. Puis, j'ai suivi des cours aussi en herboristerie. Ça, c'est magnifique. Et tu devras découvrir Capucine Chartrand dans un de nos podcasts, qui est herboriste accréditée et professeure de yoga depuis 15 ans. Oui. Elle est une magicienne avec les plantes et ses clients. Sincèrement, je trouve que tout le monde, à quelque part, devrait avoir une base en herboristerie, que ce soit pour faire ses propres produits, pour savoir un peu c'est quoi la richesse qu'on peut retrouver dans les plantes puis s'en servir. Donc, il existe aussi des livres, ça peut faire partie de la notion d'apprentissage. Oui, donc est-ce que tu utilises dans tes programmes puis dans Neurochrono, dans tes retraites exécutives ou avec les entreprises, des concepts d'herboristerie aussi? On essaie d'inspirer le plus possible à. Donc, c'est sûr que quand on est avec Hôtel Unique, par exemple, on choisit des produits qui sont très haut de gamme, que ce soit dans la chambre d'hôtel, qui est en fait une tente haut de gamme. Ben, c'est magnifique, les tentes haut de gamme. Des huiles essentielles qui juste la notion des huiles essentielles, qu'est-ce que ça peut générer? Donc, par la suite, dans des activités, de faire des reconnaissances de plantes médicinales qu'on peut voir sur notre parcours. Donc, oui, c'est quelque chose qu'on essaie d'intégrer pour amener les gens à avoir une plus grande conscience à ce niveau-là. Génial. Plus grande connexion aussi avec la nature. Puis, on pourrait en parler encore pendant vraiment longtemps. On pourrait approfondir tous les sujets. Mais on pourrait écrire un autre livre! Oh mon Dieu, oui, tout à fait. Christelle, j'ai toujours des questions en rafale à la fin de notre podcast. Surprise! Surprise! Alors, des questions en rafale qui sont très cocasses, si on veut. Alors, c'est quoi ton go-to déjeuner quand t'es pressé? Go-to déjeuner... Dans un pot maçon, je mets de l'avoine, une petite poudre de protéines de pois, 1 à 2 scoops. Je tranche une banane bien vite, de l'eau, puis je suis partie. Excellent. Ton go-to déjeuner quand t'es pressé. Ta destination de rêve? Destination de rêve? L'Antarctique. L'Antarctique, c'est quand même surprenant comme choix. C'est génial. Ta couleur préférée? Ma couleur préférée, on dirait que j'en ai 2. Go! Bon, j'ai le vert, surtout le vert, tu sais, quand on est au printemps, là, le vert des feuilles, des arbres là, qui viennent juste de sortir, vert pomme, très vivant. Puis, je dirais le bleu, un bleu turquoise. Ça rappelle la mer, les Ça rappelle la mer. Ah, oui. Est-ce que tu as un surnom? Oh, Christo. Christo. Ouais, Herbo-Christo, Christo, Bio-Christo. Je te dirais que ça finit souvent en haut. Herbo-Christo, Bio-Christo. J'adore ça, j'adore. Et je te laisse... As-tu une citation favorite? Citation favorite? Si je soulève des haltères, je me muscle les biceps. Mais si je pense que je les soulève, je me muscle le cerveau. Oui, amen to that. C'est tellement vrai, c'est tellement vrai. Puis en plus, il y a des... Écoute, là, on peut partir encore, là, mais certaines études ont prouvé que la visualisation de l'entraînement donnait des résultats. Définitivement. Tu n'as pas besoin de le lever. Si tu visualises que tu le fais, le cerveau va travailler pareil. Et j'ai une dernière question que j'avais laissée de côté qui est: qu'est-ce que tu fais en premier le matin quand tu te lèves? Je pratique le Miracle Morning. Ah! Bon, c'est un autre sujet aussi qu'on peut parler pendant des heures. Alors, je vais vous laisser découvrir le Miracle Morning. Christelle, c'était vraiment un plaisir de te rencontrer en personne, finalement, puis de te recevoir au podcast. Je rappelle aux gens de chercher ton livre. C'est sur Amazon qu'on peut le retrouver? Oui, sur Amazon directement. N'attendez pas le déclin cognitif. On peut te contacter via Neurochrono pour les activités en entreprise, que vous soyez un employé qui souhaite apporter ce type d'activité-là dans votre entreprise ou un entrepreneur qui souhaite apporter
cette plus-value, hein, puis cette marque d'employeur qui est très haut de gamme, je dirais, puis qui est essentielle maintenant, de contacter Neurochrono. Directement sur le site web, dans le fond, on retrouve toutes les informations. Génial. Merci beaucoup, puis ça sera un plaisir de te revoir. Merci sincèrement.